Je suis un homme de radio, vous savez. Pas un écrivain. Nom de Zeus! Le coup de foudre, c'est ça. De 13h à 14h, Georges Vernat et son équipe accueillent des passionnés pour vous faire entrer dans leur univers. Coup de foudre, c'est tout de suite sur Prune. À vos casques, prêts, radio. Bienvenue dans Coup de foudre, l'étincelle de votre samedi. Merci aux auditrices et auditeurs qui nous rejoignent en ce samedi 5 mars qui commence tout doucement à sentir le printemps. Je souhaite en premier lieu dans cette introduction avoir une pensée pour le peuple ukrainien. Comme souvent, j'ai attendu un peu pour réagir, pour prendre un peu de recul. J'ai eu le temps d'entendre autour de moi nombre de réactions enflammées sur le sujet qui escaladent au fur et à mesure. J'ai entendu des théories sur Poutine qui serait mourant et lancerait cette guerre comme une sorte de doigt d'honneur au reste du monde. J'ai entendu que l'Ukraine serait en réalité l'assaillant et non pas la victime, qu'elle l'aurait même bien cherché. J'ai vu sur les réseaux sociaux des diatribes hurlant au dégoût contre les Français qui ne s'indignent pas assez ou qui s'indignent trop. Je pense que quelle que soit notre petite opinion sur le sujet, un peuple souffre, des civils subissent la violence de forces armées, des familles terrorisées font leurs bagages et s'enfuient pour ne pas finir sous une bombe. Je pense donc à eux comme s'ils étaient mes amis ou mes voisins, comme si c'était ma ville que survolaient les avions de guerre, et j'espère que le sang arrêtera de couler le plus vite possible. Pour terminer, je voulais revenir sur l'émission précédente qui était consacrée à Safe, instructeur de Kung Fu. On avait oublié de citer le nom de son club qui est le Sabre et le Rameau. Le club est situé à Chantenay, près de la place Jean Massé. Donc si vous souhaitez découvrir le Kung Fu avec Safe, renseignez-vous sur le site internet Le Sabre et le Rameau ou sur l'Instagram du même nom. Et on enchaîne avec la présentation, comme d'habitude, de l'équipe. D'abord Brian, notre chroniqueur Globetrotter. Comment tu vas ? Bonjour tout le monde. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Tu vas nous emmener en Grèce. Oui, aujourd'hui on va partir sur une île des Cyclades en Grèce, exactement. J'en dis pas plus, surprise tout à l'heure. Merveilleux, j'adore la Grèce. Et puis, à la chronique polar, Roma vous emmènera dans les méandres d'un roman de Fred Vargas. Elle pouvait malheureusement pas être présente aujourd'hui, mais elle reviendra le mois prochain. Et c'est Pauline qui est sur la réalisation aujourd'hui. Salut Pauline. Hello. Merci d'être là. Et aujourd'hui, dans Coup de foudre, nous recevons Patrice Blanc, luthier de guitare. Bonjour Patrice, bienvenue dans l'émission. Bonjour. Pour te présenter en quelques mots, ta passion pour la lutherie s'est déclenchée très tôt, puisque tu as bricolé ta toute première guitare enfant. Un peu plus tard, tu as suivi un stage de musique à Annecy, où tu as ensuite commencé ton activité, avant de partir habiter à Chambéry, puis à Grenoble. Et enfin, en 2007, tu as pris une décision courageuse, venir habiter à Nantes et en quelque sorte repartir de zéro. Tu valides ? C'est exactement ça, oui. Eh bien, super. On va commencer par une tradition dans Coup de foudre, le quiz éclair. Donc les règles sont simples, je te pose 12 questions où tu dois choisir entre deux réponses le plus vite possible. Si aucune réponse ne te plaît, tu es libre d'en choisir une autre, tant que tu vas vite. T'es prêt ? Oui. Alors, vitesse ou lenteur ? Lenteur. Sucré ou salé ? Les deux. Question difficile. Jazz ou folk ? Folk. Vote ou abstention ? Ah, les deux. Ville ou campagne ? Campagne. Épicéa ou palissandre ? Les deux. D'accord. Thé ou café ? Café. Le café. Penser ou vivre ? Allez, vivre. Chat ou chien ? Chat. Moi aussi. Jimi Hendrix ou Johnny Cash ? Johnny Cash. Moi aussi. Organisé ou bordélique ? Organisé bordélique. D'accord. Et passé ou futur ? Futur. Très bien. Et on va commencer l'interview qui n'a d'ailleurs toujours pas de jingle, c'est drôle. Alors on va le faire à la bouche comme d'habitude. C'est l'heure de l'interview avec Patrice Blanc, luthier de guitare. Première question, je le disais, tu as bricolé ta toute première guitare enfant avec ce que tu avais sous la main. Est-ce que tu as passé ton enfance dans un milieu musical qui aurait favorisé cet intérêt précoce ? Il y a eu un personnage effectivement qui a été une grosse influence, c'était mon beau-père,
qui était très manuel, qui faisait de la peinture, qui faisait des vitraux, qui faisait de la musique, donc qui avait des perceuses, des outils. Donc j'ai pu, je pense que ça a été une grosse influence sur le résultat final. Oui. D'accord, tu as un petit peu grandi dans un atelier, quoi. C'est ça. D'accord, C'est ouais, ça. je me dis que ça- Plus tard, enfin, ça a commencé à 8 ans. On a rencontré mon beau-père, j'avais 8 ans. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un gros changement d'optique, on va dire, de focalisation, oui, effectivement. Je comprends. Ensuite, tu as poursuivi ta route avec, donc, je le disais, un stage musical à Annecy. C'est Et pas vraiment ça, excuse-moi. non, vas-y, je t'en prie. En fait, j'étais après la troisième, je me suis un peu retrouvé, j'étais un peu cancre à l'école. Et on savait pas trop quoi faire de moi et on m'a mis on m'a fait faire un BEP commerce. Et dans le cadre de mon BEP, il fallait que je fasse des stages et j'avais choisi un magasin de musique pour faire mon stage de vente, en fait. D'accord. Voilà. Et c'est là que j'ai entendu le mot luthier pour la première fois. D'accord. Et Donc, c'était pas spécifiquement relié à la musique, c'était C'était plutôt pas relié à tes la études de musique, ouais. commerce Voilà, à la c'est ça. base. Ouais. D'accord, je comprends. Et donc, ce stage, en fait, tu nous le disais, tu découvres le mot luthier qui résonne, quoi. C'est un peu la naissance de ton coup de foudre, en fait, pour ton métier. Ah, c'est exactement. Je revois le lieu, l'endroit, la lumière. Ça a été exactement ça. Ça a résonné énormément. Et j'ai dit, ben voilà, j'ai entendu le mot et dans la seconde, j'ai dit, ben, je sais ce que je vais faire comme métier. D'accord, coup de foudre instantané. Ouais, instantané. Ouais. Ah, j'aime beaucoup cette idée-là, comme il y a vraiment la foudre qui s'abat, quoi. C'est Tu- ça. Tu sais, C'était pas il n'y avait pas le choc, le bruit et les grondements et tout ça, mais ça a été, c'est ça, c'est pénétré profondément, effectivement. Comme la foudre peut pénétrer un arbre, voilà, c'est le c'est un peu fondement de. l'image. Ouais. Et puis donc 5 ans plus tard, en 1982, je suis désolé, on va un peu vite, mais je suis Oui. obligé, on n'a pas beaucoup de temps. Tu ouvres ton premier atelier de lutherie à Annecy, C'est ça. et tu sembles admettre volontiers que c'était quand même une époque assez difficile pour toi, entre les charges, les commandes, parfois trop nombreuses ou pas toujours à ton goût. Est-ce que tu peux nous parler de cette époque un petit peu? C'était n'importe quoi, en fait. Je sais pas si c'est 5 ans après, même je pense que c'est avant, mais bon. Je suis arrivé à Annecy, j'ai dit je suis luthier, alors que j'avais touché 2 guitares dans ma vie, quoi. Et j'ai commencé comme ça, en fait. D'accord. J'ai commencé dans un magasin de musique. On n'avait aucune information à l'époque, il n'y avait pas Internet, les livres sur la lutherie, il n'y en avait pas. Il fallait juste y aller, quoi. Du coup, j'ai commencé comme ça. Je faisais des petits boulots et puis je me faisais la main en même temps que je progressais, etc., etc., quoi. Et puis j'ai fini par avoir suffisamment d'assurance pour créer mon propre atelier. Et ça a évolué comme ça, effectivement. D'accord. Comme tu le disais, n'ayant pas Internet et tous ces moyens de communication, c'était vraiment le bouche à oreille, en fait. Si les gens parlent un petit peu de l'activité, de vos Alors, guitares, moi, c'était pas mon problème, c'était pas de me faire connaître, c'était d'apprendre. d'apprendre le métier, oui, D'apprendre le d'abord. métier. Oui, bien sûr. Maintenant, quand on a un problème technique, on pose la question à Google, la réponse, on en a 50. Oui, c'est vrai. C'est peut-être même au point où il y en a peut-être des fois trop de réponses. Mais nous, on n'avait pas ça. J'avais trouvé un bouquin en anglais sur la lutherie où on avait quelques images. Donc, la moindre photo, enfin, on scrutait les moindres détails pour essayer de voir l'outil, pour essayer de voir comment ça se passait, qu'est-ce qui se passait. Donc, on était obligé de faire preuve d'une imagination, mais ultra affûtée, en fait. C'est très, C'était très empirique, en fait. complètement empirique, c'est ça. Ah, c'est C'est ça. intéressant. Tu as vraiment appris dans le brut, en fait. Ah ben, sur le tas, ouais, comme on dit. Ouais. Et entre 1990 et 2000, ton aventure, elle va continuer avec 5 autres ateliers, puisque C'est tu en ça. as eu un à Chambéry, C'est ça. 2 à Saint-Joire-Prieuré C'est et ça. 2 à Grenoble. J'en ai même eu. Non, j'en ai eu. C'est ça, exactement. Pardon. Est-ce qu'on peut dire que tu as la bougeotte, Patrice, ou peur de t'ennuyer, peut-être? Non, mais c'est un peu le syndrome du Bernard l'ermite, c'est-à-dire que en grandissant, on est obligé de changer de maison. Du coup, voilà, à chaque fois, je suis toujours fidèle à mon métier et effectivement, j'ai besoin quand même de changer d'air et changer d'environnement. Et en fonction de mes besoins aussi, l'atelier prenant de l'ampleur, on rentre de plus en plus de matériel. Donc, il faut élargir les murs. Et donc, voilà. Et après, j'en profite un petit peu à chaque fois de me servir de ma vie précédente comme un brouillon pour perfectionner à chaque fois les choses. C'est-à-dire que je ferme un atelier, c'est surtout pour dire, bon, je tourne une page et je repars sur du neuf.
et je mets tout à plat et j'essaye de régler au passage ce qui n'allait pas. Oui, je comprends. Et c'est comme ça que j'évolue en fait. Par contre, je suis toujours fidèle à mon métier, effectivement. Oui, non, mais je comprends bien, c'est un petit peu comme l'amour, finalement. On apprend à aimer petit à petit au cours de sa vie, on apprend à faire son métier aussi petit à petit, C'est quoi. ça, et on essaye de ne pas reproduire les erreurs et on essaye de planifier un peu. Enfin, on essaye de faire en sorte que les choses se passent bien, effectivement. On joue Après, il y à... a des gens qui, c'est des tempéraments aussi. Il y a des gens qui vont rester. J'ai un ami là récemment qui me disait qu'il prenait sa retraite et ça faisait depuis 1993 qu'il était sur le même siège devant le même établi. Mhm. Voilà, après, c'est des choix de vie, c'est des possibilités, des capacités de vie aussi. Enfin, chacun fait comme il peut. Et moi, ma façon de faire, c'est celle-ci. Oui, je comprends ton parcours à toi, c'est comme ça qu'il s'est dessiné. C'est ça. Et en 2007, à nouveau un départ, Mhm. puisque tu quittes Grenoble, Mhm. après quand même 7 ans d'activité là-bas, alors que tu étais incontournable dans le milieu, pour venir à Nantes. Alors C'est ça. qu'est-ce qui motive cette décision fracassante? Alors, déjà, quand j'étais à Grenoble, je venais régulièrement m'oxygéner sur la côte atlantique. Et c'était plutôt La Rochelle. C'est Et beau. chaque fois que je repartais de La Rochelle, je me disais, mais comment je vais faire pour arriver là? Et en même temps, La Rochelle, c'était un peu petit pour moi. Je savais qu'il me fallait une grande ville Mhm. pour mon activité, pour enfin, ma façon d'être. J'avais besoin d'une grande ville. Et un jour, en revenant de La Rochelle, j'ai dit Nantes, je connaissais pas, j'avais jamais mis les pieds. Je dis c'est une grande ville, c'est proche de la Bretagne, c'est proche de La Rochelle. Voilà, je serais parfaitement bien placé à Nantes en rapport avec mes ambitions personnelles et professionnelles. Après, il y a quelque chose qui m'a fait partir de Grenoble, on était dans un collectif, enfin qui était de fait un collectif, mais on revendiquait pas appartenir à un collectif. D'accord. Et mon atelier était dans une cour qui regroupait des studios d'enregistrement, des locaux de répétition, un bar, un restaurant. Je pouvais vivre en autarcie dans cette cour. Le propriétaire a voulu récupérer son bien, et à ce moment-là, je savais que plus jamais je vivrais un truc comme ça, et j'avais un peu aussi besoin toujours de cet oxygène que j'avais pas à Grenoble. Oui, Donc, je voilà. comprends, mais c'est aussi finalement dans ta logique de parcours, c'est-à-dire que tu quittes un grand projet, tu as un petit peu envie de le laisser derrière toi et d'avancer autre part, de repartir. C'est ça. Oui, je comprends. J'essaye pas de faire repousser des trucs sur des décombres. Je Oui, préfère repartir sur un terrain vierge et recréer tout. où tout est possible. Tout est possible, exactement. Et puis au passage, on laisse un peu ses fantômes et ses échecs sur place, et puis on recommence à zéro. Donc Oui, voilà, je c'est comprends bien. complètement la démarche. Et tu ouvres donc ton 7e atelier à Nantes à l'époque, puis ton 8e, l'actuel, C'est ça. qui est Quai Président Wilson. C'est ça. Après 15 ans de vie ici, j'en conclus que tu es tombé suffisamment amoureux pour ne plus vouloir partir de la ville, je veux dire. Oh, bah là, déjà, j'ai plus l'âge de bouger. Donc c'est D'accord. sûr que je partirai pas de la région. Sauf cas de force majeure. Enfin, encore, je vois même pas ce que ça pourrait être. Là, j'aurais plus le courage de recommencer à zéro. J'avoue franchement que là, c'est pas possible. Et très étonnamment, Nantes, c'est la ville dans laquelle je suis resté le plus longtemps de toute ma vie. Mhm. Et c'est là où c'est passé le plus vite. D'accord. Donc c'est très étonnant. C'est un peu métaphysique comme expérience, mais voilà, je m'en suis pas rendu compte. Et un jour, j'ai dit, mais je n'ai jamais habité aussi longtemps dans une ville. Mhm. Donc quelque part, je me dis c'est bien comme ça, et je l'ai pas vu venir, et c'est bien comme ça. Mais je comprends à nouveau, je comparerais peut-être ça à l'amour finalement, quand on est avec une femme ou avec un homme, et puis qu'on se dit, bah tiens, j'ai pas l'impression que ça fait 5 ans, j'ai pas l'impression que ça fait 10 ans, c'est peut-être que c'est le bon ou la bonne finalement. Peut-être, peut-être. Et puis ça se passe, même si c'est pas un fol amour, Mhm. c'est peut-être pas plus mal aussi. Oui, que ce soit un C'est- amour un peu voilà, contrôlé. on s'en rend peut-être même pas compte, c'est ça, effectivement. C'est peut-être intéressant aussi. Ouais. Mm. Je comprends. Ben, on va faire une petite pause musicale. Il est 13h31 et vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de Foudre où on reçoit Patrice Blanc, luthier de guitare. Pour cette deuxième partie d'interview, j'avais envie de parler avec toi un petit peu des matériaux que tu utilises. Est-ce que c'est toujours du bois déjà pour le corps des guitares? Ça peut être une question idiote mais je voulais la poser. Et si oui, qu'est-ce que l'expérience t'a enseigné sur les différents bois? Alors, c'est pas toujours du bois, mais actuellement, il y
Il y a enfin actuellement, même depuis les années 80, il y a des alternatives qui sont tentées avec des fibres, genre les fibres de carbone. Il y a eu des plastiques même avant, dans les années 70, je crois qu'il y a des guitares en plastique qui ont été L'époxy? faites. Époxy, oui, époxy, c'est la résine qui Oui. permet de maintenir la fibre de carbone. Il y a eu des moulages qui ont été faits. Il y a des grandes marques qui ont fait toute leur carrière sur des techniques de moulage. Personnellement, c'est pas des choix que je fais. Je préfère le bois. On a un petit Excuse- grésillement. un petit problème technique. Donc oui, moi c'est les choix que j'ai faits, c'est de travailler le bois, oui, effectivement. D'accord, c'est vraiment ta matière de prédilection. C'est ça. Et parmi ces bois, justement, quand je te demandais épicéa ou palissandre tout à l'heure, c'est vraiment, est-ce qu'il y en a un qui a ta préférence peut-être, pour que tu aies une tendresse particulière Alors pour les guitares, l'épicéa et le palissandre sont complètement vont de pair. D'accord, C'est-à-dire que, on va dire, beaucoup de guitares haut de gamme, donc je suis plutôt dans le haut de gamme, on fait des tables en épicéa, le fond et les éclisses sont en palissandre. Ou la D'accord. touche, là où sont posées les frettes, c'est du palissandre. Donc on ne peut pas faire une table en palissandre, par exemple, ça marche pas du tout. d'accord, Et on ne peut pas faire un fond en épicéa. Donc c'est deux bois qui sont complètement complémentaires dans la lutherie guitare. Après, très souvent, les tables sont en épicéa ou en red cedar. C'est un résineux aussi. On peut faire des tables en acajou. Mais voilà, c'est un peu. On n'a pas un grand choix, entre guillemets, de matériaux et de bois pour les tables. Par contre, on a un grand choix dans les matériaux. C'est-à-dire que l'épicéa, il y a des variétés infinies. Hmm, Et par contre, le bois, l'épicéa qui sert à faire la lutherie, il est extrêmement rare. Et on a quelques variétés très précises. Et même chaque variété doit être traitée très précisément pour être propre à la lutherie. Ah oui, d'accord. Donc c'est pour ça que je voyais aussi sur ton site, tu parlais beaucoup de contraintes et de trouver de la liberté dans les contraintes. C'est Là, ça. tu as pas mal de contraintes parce que tel bois sert à faire telle chose, mais après, avec tel bois, comme tu as beaucoup de variétés, tu peux finalement quand même t'exprimer créativement pas mal, quoi. Bah, disons que si je prends par exemple, on va dire un épicéa, l'épicéa que je connais bien et que je maîtrise, c'est l'épicéa des Dolomites. Euh, c'est pas parce qu'il est des Dolomites que c'est un très bon épicéa de lutherie. S'il a mal poussé, s'il a mal été débité, s'il a mal été séché, c'est une catastrophe. Donc moi, quand je vais chercher des tables pour mes guitares, par exemple, je vais en Italie, je passe une journée dans un entrepôt où il y a des millions de tables et j'en soulève des milliers et j'en ramène 10. C'est-à-dire que les critères de sélection sont hyper pointus, hyper poussés. Et ils sont personnels aussi. Chaque luthier a sa façon de choisir ses tables en fonction du son qu'il veut obtenir. Donc moi, mon expérience fait que je me dirige vers tel type de table parce que je sais que ça marche et je prends pas de risque Oui, je par comprends. rapport aux sonorités que j'ai obtenues. D'accord. Donc c'est vraiment de la sélection très très précise et comme tu disais, pour faire de la guitare finalement de luxe, de qualité, bah, c'est normal que la sélection soit drastique, quoi. C'est ça, Bien sûr. C'est pareil pour la cuisine d'ailleurs, comme tu disais. comme tout. Tu as une préférence toi pour les modèles folk, jazz et électrique traditionnels. Et je suppose qu'il y a pas mal de câblage à faire à l'intérieur. Est-ce que être luthier, c'est aussi maîtriser ça, l'électronique? Je dirais que l'électronique en guitare, elle est quand même relativement sommaire. On est sur des électroniques passives, c'est-à-dire que c'est plus des filtres qui coupent un son. Par contre, ces dernières années, j'ai développé aussi la fabrication de micros pour guitare électrique. C'est-à-dire que j'achète les matériaux, les aimants, le bobinage, les flasques qui supportent les aimants, et je fabrique mes micros de A à Z également. D'accord. Ce qui me permet d'avoir une maîtrise totale de la chaîne sonore en fait. Oui, bien sûr, je comprends. C'est-à-dire qu'une guitare en acajou, mes micros, je vais orienter aussi le son. L'acajou qui a tendance à être un peu doux, je trouve pas le mot, mais voilà, je peux, en fabriquant le micro, contrecarrer ou l'accompagner vers une sonorité. Oui, je comprends. C'est-à-dire que tu joues avec les contraintes, encore une fois, du bois, en contrebalançant avec le micro pour retrouver cette harmonie de son, C'est quoi. ça, c'est D'accord, ça. c'est intéressant. Tu dis chercher la qualité avant la quantité, on l'entend bien dans ton discours, et être attentif aux détails les plus infimes. Chaque guitare étant faite main, donc unique, est-ce qu'on pourrait parler de tendresse envers tes instruments quand tu les termines, ou pendant que tu les fabriques d'ailleurs? Tendresse, oui, il y a de ça, évidemment, il y a de ça, il y a de la tendresse, il y a de la passion, il y a
Il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de pression aussi, parce que c'est difficile d'amener une guitare jusqu'à son terme en se disant j'ai pas fait une seule erreur. Au cours de la fabrication, on est là, ah tiens, si j'avais pu éviter ça, j'aurais bien aimé. Et ça, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au moment où on livre la guitare, on est toujours sur le fil de rasoir, quoi. Bien sûr, à la merci de la plus petite erreur de calcul ou de fabrication. Ou la main qui dérape, Oui. ou voilà. Bien sûr, n'étant pas un robot, bien sûr. C'est ça. Tu dis aussi être un créateur qui prend son temps, à maturation lente. Et cette année, on célèbre tes 40 ans de pratique. On en parlait tout à l'heure hors antenne. Que pourrait dire le Patrice Blanc actuel à celui qui ouvrait son premier atelier à Annecy en 1982? Ben, sois patient, dans 30 ans, tu verras, c'est sympa comme métier. Sois patient, c'est un bon conseil, je pense, Oui, ça, oui, de façon générale. oui. Et il m'aura fallu vraiment tout ce temps-là pour vraiment apprécier pleinement. Parce que ça a été justement quand même un peu un chemin de croix qui est formateur, hein, mais voilà, je ne sais pas si j'aurai le courage de le refaire. Il fallait vraiment être opiniâtre. Je l'ai été et je pense que c'est ça, au bout de 30 ans, je commence à en récolter les fruits. Donc, D'accord. Beaucoup de patience en ouais, fait, hein. il aura fallu être vraiment patient. Ok, bah, c'est une belle leçon pour les créateurs, je pense, en général. Et lorsque tu ne crées pas des guitares, tu affectionnes aussi la photographie et le vélo, et la musique d'ailleurs, tu m'as dit aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces activités? Pourquoi elles sont importantes pour toi? La photographie, parce que quand j'étais gamin et que je regardais les guitares, nous on n'avait que des photos, on n'avait pas Internet. Enfin, Internet c'est des photos, mais nous on avait des photos de livres, d'images, de publicités. Et regarder des guitares en photo me provoquait des vraies émotions. Du coup, maintenant quand je fais par exemple une guitare, quand je conçois une guitare, j'ai tendance à imaginer pour commencer les photos que je pourrais faire une fois que la guitare sera finie. Donc je crée toutes les photos, les détails, les angles, les éclairages et tout ça. Et après, je fais la guitare que je vais pouvoir mettre sous l'objectif. Et par la suite, du coup, il a fallu que je m'équipe suffisamment en matériel photographique pour arriver, une fois que j'avais la guitare, à faire la photo telle que je l'imaginais. Oui, je comprends. Voilà, donc c'est vraiment tout un processus de création. Et à une époque, je faisais même plus de photos de mes guitares. Quand on faisait de l'argentique, je faisais une photo, mais elle m'échappait tellement une fois qu'elle sortait de la pellicule pour arriver dans des laboratoires, pour revenir chez moi avec tous les défauts, que c'était tellement catastrophique que j'ai arrêté de faire des photos. J'ai plein de photos de guitares que je n'ai pas, de guitares que je n'ai pas faites. Et quand le numérique est arrivé, j'ai dit enfin, je vais pouvoir avoir une maîtrise du sujet, quoi. Du coup, j'étais vraiment content. D'accord. Et l'incontournable dernière question, quels sont tes projets, peut-être les projets dans tes tiroirs? Est-ce que tu as des dates à nous donner, des expositions, ta présence à peut-être des festivals de création, de lutherie, ce genre de choses? Je fais quasiment plus de festivals, je fais quasiment plus d'expositions, je fais plus de salons. Je m'ennuie terriblement dans ces endroits-là. D'accord. J'ai quand même fait une petite exception. Là, cet été, je vais être à Rouen. Il y a un nouveau festival de blues qui se crée. On m'a invité, j'ai dit c'est 2 jours, un week-end à la campagne, je vais y aller, ça va être bien. Mais c'est vrai que faire des expos, c'est un peu une corvée pour moi. Je préfère être dans mon atelier, je suis pas très people. Donc voilà, c'est bien comme ça. Et sinon, après, des projets, j'en ai plein. Ouais. J'en ai plein. Mais bon, on verra ça par la suite. Très bien. Et je le disais tout à l'heure, donc ton atelier il est situé quai Président Wilson. Voilà, tu es ouvert, je suppose. On est ouvert du lundi au samedi, toute la semaine, fidèle au poste, précis dans les horaires. Puis voilà, oui. Et ben voilà, si vous rêvez d'une très belle guitare, allez voir Patrice Blanc, quai Président Wilson. Merci Patrice d'être venu nous voir à Coup de Foudre. Merci. Et puis juste je précise aussi, on a parlé création, mais moi, une grosse partie de mon métier, c'est aussi de faire de la réparation et de l'entretien de guitare. D'accord. Voilà. Donc si on t'amène une guitare cabossée... C'est ça, ou à régler, ou à réparer, ou on est là pour ça. Très bien, c'est noté. Il est 13h45 et vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de Foudre. Tout de suite, c'est l'heure de la première chronique, celle de Romain. S'informer, réfléchir ou se divertir en un éclair, chroniqueuse, chroniqueur, fais ton office. Pas d'objection?
Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver dans Coup de foudre pour une nouvelle chronique polar. Je m'appelle Roma, j'aime les enquêtes, les énigmes et les mystères, et aujourd'hui je vais vous parler de L'homme au cercle bleu de Fred Vargas. Il s'agit du premier roman où apparaît le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg, personnage solitaire, rêveur et incompris de ses collègues. Il détonne par sa manière de travailler à l'envers et de focaliser son attention là où personne ne l'aurait fait. C'est le cas quand, sur les trottoirs de Paris, sont découverts des cercles dessinés à la craie bleue accompagnés d'une phrase « Victor, mauvais sort, que fais-tu dehors ?» À chaque fois, les cercles contiennent un débris, un objet insolite, et personne n'y voit un danger quelconque, sauf Adamsberg. Et il a raison. Car un jour, c'est une femme égorgée qu'on retrouve à l'intérieur. Reste à savoir si l'assassin est l'auteur des dessins ou si c'est un opportuniste qui utilise ce fait divers comme couverture. Question plus épineuse qu'il n'y paraît. J'ai bien apprécié la lecture de ce polar. Le plus amusant reste le personnage principal, Adamsberg. Il a l'air de flotter comme si la réalité lui importait peu et ses méthodes sont loin de ressembler aux enquêtes traditionnelles. Il laisse les choses se faire, en quelque sorte, ce qui laisse la porte ouverte à tous les imprévus. J'aime également les 4 autres personnages. Danglars, l'inspecteur et père célibataire qui, lors des conciliabules avec ses enfants, fait des pronostics en buvant du vin. Charles, l'aveugle beau qui a perdu goût à la vie. Clémence, la vieille romantique qui collectionne les petites annonces à la recherche de l'âme sœur. Et pour finir, la plus suspecte d'entre tous, Mathilde, scientifique spécialiste de la vie sous-marine qui occupe ses soirées à prendre des inconnus en filature. Le style est souvent simple et concret, alternant avec des passages plus littéraires utilisant de jolies métaphores. On y ressent la personnalité d'Adamsberg qui succombe aux rêveries, puis se fait rattraper par la réalité du terrain. Néanmoins, j'ai eu du mal à accrocher pleinement à l'histoire, car l'intrigue s'étire et beaucoup d'éléments restent flous. Comparé à d'autres, Vargas, comme la trilogie des évangélistes, que j'ai découverte il y a quelques mois et dévorée, L'homme au cercle bleu n'est pas mon préféré. L'auteur semble encore chercher le personnage du commissaire, tout comme celui de Camille, l'élu de son cœur, qui reste un fantôme tout du long. Le lecteur reste donc sur sa faim. On retrouve malgré tout bien l'univers propre à Vargas, mélange d'intrigue, de poésie et d'imaginaire farfelu. J'espère que mes impressions vous auront donné envie de découvrir L'homme au cercle bleu de Fred Vargas. C'était Roma, merci de m'avoir écouté et je vous dis à dans un mois. Merci Roma. Bon, elle ne pouvait pas être là pour raison professionnelle, elle travaille en ce moment, mais merci d'avoir fait quand même acte de présence par ta voix. Il est 13h54, vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de foudre, l'étincelle de votre samedi. Et tout de suite, c'est l'heure de la rubrique Truc de fou. Vous ne vous reposez jamais, vous. Faits divers de printemps ou d'été, en toute saison, l'actualité regorge de pépites. C'est parti pour la rubrique Truc de fou. Alors l'idée derrière Truc de fou, elle est très simple, c'est simplement qu'on parle ensemble, toute l'équipe, de façon chorale, de quelque chose qui nous est arrivé récemment, un événement qui nous a enthousiasmé, je sais pas, une expo, un cinéma, un resto, un livre, n'importe quoi. Aujourd'hui, comme on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'on a des petits soucis techniques en début d'émission, on va simplement donner la parole à Brian qui voulait nous parler d'un concert, je crois. Oui, c'est ça, exactement. J'ai eu la chance, il y a quelques jours, même la semaine dernière, d'aller voir Orelsan en concert à Rennes. Et voilà, je voulais partager un petit peu ce moment assez brièvement pour vous dire que voilà, si vous avez l'occasion d'aller le voir, franchement, la scénographie est incroyable. Il revient sur, voilà, il fait pas forcément la promotion que de son dernier album, mais il revient sur des morceaux qu'il a créé à l'origine, enfin quand il a commencé à grandir. Et voilà, scénographie incroyable, moment passionnel. Et voilà, je vous le conseille. Je sais qu'il revient, de mémoire, il revient à Nantes. En novembre prochain, je crois que les billetteries viennent d'ouvrir il y a quelques jours de mémoire.
Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, voilà, je vous le conseille, je vous le recommande même vivement. On a beau être qu'en mars, effectivement, pour un concert en novembre, pour Orelsan, à mon avis, il faut se dépêcher. Et exactement, ouais, les places se vendent en même pas une semaine, si ce n'est une journée. Donc voilà. Et oui, c'est le drame des grands artistes. Écoute, comme tu as été très très vite, moi aussi je vais vous partager ce que j'avais prévu. Ça a été ma redécouverte d'un poète qui est complètement inconnu, un poète canadien qui s'appelait Hector de Saint-Denis Garneau, le nom est long. Poète canadien qui a vécu une vie malheureusement assez brève, puisqu'il est mort vers 30 ans. Mais il fait partie de ces écorchés vifs injustement oubliés dans l'histoire de la poésie. Il a publié un seul recueil, Regards et jeux dans l'espace, qui est donc composé notamment de poèmes sublimes sur la nature, très tournés vers la contemplation, l'amour des arbres et du vent, et surtout habité par l'urgence de vivre. Il n'était pas en très bonne forme, malheureusement, physiquement. Voilà, il s'appelait Hector de Saint-Denis Garneau. Son livre, il est trouvable gratuitement sur le net en PDF, donc Regards et jeux dans l'espace. Et si vous êtes amateur ou amatrice de poésie, je vous le recommande chaudement. Voilà, c'est très beau. Il est 14h02, vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de Foudre. Et tout de suite, c'est l'heure de la seconde chronique, celle de Brian. S'informer, réfléchir ou se divertir en un éclair, chroniqueuse, chroniqueur, fais ton office. Pas d'objection? Salut tout le monde, c'est Brian. Aujourd'hui, nous continuons notre tour du monde. Je vous emmène en Grèce et plus précisément dans une île des Cyclades qui, selon moi, est la plus belle, Amorgos. Elle est située à 256 km du Pirée, principal port d'Athènes. L'île, toute en longueur, est traversée par une chaîne montagneuse. C'est la plus orientale des Cyclades. Trait d'union entre les Cyclades et le Dodécanèse, elle a une superficie de 153 km². Amorgos est une île préservée du tourisme de masse, car c'est une des îles les moins accessibles. Il faut environ 9 heures de bateau pour s'y rendre. C'est aussi cet endroit que Luc Besson a choisi pour réaliser Le Grand Bleu. J'ai eu la chance de m'y rendre il y a maintenant 2 ans, et voici mon retour d'expérience. Une des meilleures façons de découvrir Amorgos est d'emprunter le sentier de transhumance, partant d'Egliani au nord jusqu'à Amorgos dans le sud. Cette randonnée est classée comme difficile. Nous comprenons vite pourquoi, les montées sont rudes. Arrivés au point culminant, nous empruntons un chemin de crête sur lequel nous croisons un âne que nous surnommerons Pâques et qui nous suivra une bonne partie du trajet. Le sentier est caillouteux, mais le paysage est incroyable. Au bout de quelques heures de marche, nous découvrons un monastère troglodyte, tout blanc, perdu au milieu de la montagne. Nous nous demandons qui a construit ce monument ici, car l'accès est vraiment difficile. La randonnée se termine sur une plage de galets surplombée d'une chapelle blanche où nous découvrons avec stupeur le lieu de tournage du film Le Grand Bleu. C'est incroyablement beau. La faune et la flore marine sont aussi belles que le paysage. Plus au sud de l'île, accessible en voiture ou en stop, on trouve une autre plage emblématique, le Livéros, avec l'épave de l'Olympia à une dizaine de mètres sous la mer. Cette épave d'origine chypriote s'est retrouvée célèbre grâce à la scène mythique du Grand Bleu où Jean Reno va sauver un plongeur bloqué dans cette épave. Vous l'aurez compris, Amorgos est paradisiaque et surtout préservé du tourisme de masse. Les paysages sont dignes de grands films, la population locale très accueillante et la nourriture excellente, surtout la feta. Après en avoir visité déjà quelques-unes, pour moi Amorgos est la plus belle île des Cyclades. J'espère que mon coup de foudre pour Amorgos aura suscité votre intérêt. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans un mois pour la découverte d'une autre partie du monde. À bientôt. Vous pourrez aussi retrouver le podcast de l'émission sur le site de Prune, www.prune.net, ainsi que sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et sur ma chaîne YouTube Georges en Poésie. Portez-vous bien, attrapez la foudre et à dans un mois.